Donc, comme je l'avais fait avec les gens qui étaient avec moi lundi, je ne viens pas ici pour vous partager mes opinions en éducation, malgré mon âge. Et la raison est fort simple, c'est que mes opinions n'ont pas plus de valeur que la vôtre, et la vôtre n'a pas plus de valeur que la mienne. On doit être aussi sérieux en éducation que nous le sommes en médecine. On doit prendre appui sur des données probantes, donc sur des pratiques éprouvées. C'est ce que je vais faire. Et quand je vais vous présenter certaines de ces pratiques-là, plusieurs parmi vous allez dire, eh bien, moi, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Quand la recherche confirme ce que vous faites, c'est un état de bonheur profond. Mais quand la recherche vient questionner les pratiques, c'est à ce moment-là que le déséquilibre peut être possible. Mais on doit se rappeler que la recherche en éducation, comme celle qui est faite en médecine, elle n'est pas là pour venir nous nuire, là. Au contraire, elle est là pour aider, mais elle pourra aider uniquement à la condition qu'on accepte les résultats de recherche, même ceux qui vont peut-être venir nous ébranler au niveau de nos idées, nos opinions et de nos croyances. Donc, ça se peut que ça brasse par bout en fonction de ce que vous avez peut-être entendu ou lu sur certaines façons de faire en éducation. Je fais un petit détour par les écoles efficaces. Il existe depuis le début des années 70 un mouvement de recherche, une lignée de recherche qu'on appelle des écoles efficaces. Qu'est-ce que ce type d'établissement-là? Eh bien, ce sont des écoles qui sont situées dans des quartiers défavorisés dont la performance scolaire des élèves rejoint ou surpasse celle d'élèves qui proviennent de quartiers mieux nantis. Il existe dans tous nos systèmes éducatifs des écoles qui, malgré ce qu'on pourrait appeler un contexte d'adversité, arrivent à amener leurs élèves à un niveau de rendement tout à fait comparable et parfois même supérieur à des milieux nettement plus riches. La question qu'on doit se poser, c'est comment se fait-il que ce type d'établissement-là y arrive? Parce que si vous connaissez les travaux en sociologie de l'éducation, nous savons depuis longtemps que lorsque une école est située dans un quartier plus défavorisé et qu'elle accueille une clientèle qui provient de milieux défavorisés, enquête après enquête, généralement, on nous dit que c'est un facteur de risque. Donc, il y a plus de danger de voir de la non-réussite dans ce type d'établissement-là que dans des établissements de milieux mieux nantis. Et c'est vrai encore actuellement dans toutes les enquêtes internationales. Mais il y a des écoles qui n'entrent pas dans cette règle-là. Et la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la recette de ces milieux-là? Comment ces gens-là font-ils pour être capables d'amener leurs élèves à un niveau de réussite, j'aurais le goût de dire, presque de façon inattendue? Eh bien, j'ai déjà publié à ce sujet-là, une première fois en 2006 et plus récemment en 2013, des chapitres complets sur les caractéristiques de ce type d'établissement-là. Et une des caractéristiques qui ressort de la littérature au sujet de ces écoles-là, il y a une caractéristique hyper importante, et la voici: plus le personnel au sein de l'école travaille en collaboration et harmonise ses pratiques, plus celle-ci est efficace. Et s'il y a quelque chose à l'intérieur d'une école que nous devons harmoniser, c'est bel et bien la gestion des comportements. Hein? On doit conscientiser que lorsqu'un père et une mère de famille ne s'entendent pas sur la façon de gérer les comportements des enfants, eh bien, Frédéric et Samuel vont toujours aller voir celui ou celle qui dit oui. Mais lorsque papa et maman s'entendent sur une façon de faire, et même si on n'est pas toujours d'accord, on attend que les enfants dorment profondément, et ensuite, nous allons discuter des sources de divergence. Mais on ne fait pas ça devant les enfants. C'est la même chose à l'école. Quand les enfants, par exemple, au secondaire, vont dire aux enseignants « vous vous êtes parlé », quand les jeunes ont l'impression que nous avons un complot contre eux, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes cohérents, nous sommes constants, et remarquez que c'est ce que nous devons faire quand ça ne va pas. Quand vous êtes à l'intérieur d'une école et avec un groupe, c'est difficile. Qu'est-ce que généralement on doit faire? La direction réunit les principaux intervenants avec ce groupe-là, et là, on se dit, là, on doit se donner des lignes communes d'intervention. Souvent, moi, je dis, pourquoi on fait ça quand ça ne va pas? Pourquoi on ne pourrait pas le faire avant? On aurait peut-être moins de problèmes après. Bien, ça semble être une des caractéristiques des écoles de milieux défavorisés qui n'attendent pas que les problèmes se présentent. On va s'entendre sur un minimum de choses à harmoniser et on risque d'avoir plus de succès. Et la dimension comportementale est une des dimensions hyper importantes à harmoniser. Alors,
Pour y arriver, une façon d'harmoniser les comportements, c'est d'utiliser le soutien au comportement positif. Qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de réponse à l'intervention qui restructure la gestion des comportements en utilisant un ensemble de pratiques et de stratégies éducatives afin, d'une part, prévenir et gérer efficacement les écarts de conduite des élèves et, d'autre part, établir et maintenir un environnement qui favorise l'enseignement et l'apprentissage. C'est important de savoir que ce système-là provient des États-Unis qui ont développé ce système-là et qui s'appelle PBIS, Positive Behavior Intervention and Support, qui est actuellement appliqué dans 26 000 écoles aux États-Unis de façon officielle, et on en a probablement autant qui le font, mais qui ne sont tout simplement pas répertoriés. Il y a environ 110 000 écoles aux États-Unis. C'est le système de gestion de comportement le plus utilisé actuellement dans ce pays-là. Et compte tenu du succès qu'ils ont obtenu, le système est en train de se généraliser un peu partout sur le globe. On le voit ici, on le voit au Québec, on le voit dans d'autres provinces canadiennes, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Australie, on le voit en Chine, on le voit au Japon. Ça commence à être de plus en plus un système populaire. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses preuves et que les élèves améliorent de façon importante leur comportement. Donc, beaucoup de stratégies que je vais vous présenter ce soir proviennent de ces travaux-là. Donc, vous avez la liste des différentes commissions scolaires au Québec où on implante ce système-là. On est dans plus d'une centaine d'écoles et on a une commission scolaire, c'est-à-dire un regroupement d'écoles avec une unité administrative, c'est ce qu'on appelle une commission scolaire, qui font maintenant ce système-là depuis 9 ans et qui voit les succès, non seulement lors de la première année d'implantation, mais même après 9 ans, on constate encore une diminution des écarts de conduite des élèves. Alors, je le disais, c'est un système fondé sur des données probantes et le système, grosso modo, comporte 3 éléments clés. D'abord, des interventions préventives. Et ce sont ces interventions-là les plus importantes. C'est la raison pour laquelle l'engrenage est le plus gros à l'écran. Ensuite, des interventions curatives ou correctives et des conditions de mise en œuvre. Il y a des conditions qui facilitent l'implantation de ce programme-là comparativement à d'autres. Donc, quand on se parle de gestion de comportement, il faut le voir à 2 niveaux. Oui, bien sûr, gérer les comportements des élèves en classe, mais les élèves ne sont pas toujours en classe. Ils sont parfois ailleurs dans l'école. Donc, on doit avoir au sein de l'école, par exemple, une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs. C'est-à-dire, pour quel motif doit-on retirer un élève de l'endroit où il se trouve? C'est quand son comportement m'empêche d'enseigner, qui empêche les autres élèves d'apprendre, ou quand son comportement est illégal, dangereux, voire illicite. Si le comportement auquel je fais face ne m'empêche pas d'enseigner, je ne sors pas un élève de classe. Il est en retard, il n'a pas le droit d'entrer. No way, Jose! Ça ne marche pas, ça. L'élève a le droit d'apprendre. Je ne dis pas qu'on n'intervient pas, je ne dis pas qu'on ne donne pas de conséquences, je dis qu'on ne prive pas un élève d'enseignement quand son comportement ne m'empêche pas d'enseigner puis qui n'empêche pas les autres élèves d'apprendre. Parce que la loi sur l'instruction publique, là, dans la majorité des pays, nous dit que l'élève doit être en classe. C'est ça que la loi dit. Si l'élève n'est pas en classe, ça nous prend une bonne raison. Quelles sont les bonnes raisons? Il m'empêche d'enseigner, il empêche les autres élèves d'apprendre, ou son comportement est dangereux, illicite, voire illégal. Donc, si vous n'avez pas dans votre établissement une politique comme celle-là, 2 types d'abus sont possibles. D'abord, des enseignants, pas en Belgique, là, mais au Québec, vont sortir les élèves de classe pour des motifs irrecevables. Tu n'as pas fait ton travail, tu n'entres pas dans la classe. Tu arrives 5 minutes en retard, tu n'entres pas. Ça ne marche pas. Tu entres. Il y aura conséquences, mais on ne prive pas un élève d'enseignement. Surtout que généralement, les élèves qui ont des difficultés comportementales ont également des problèmes d'apprentissage. 80 des élèves qui ont des problèmes de comportement ont des problèmes en lecture. 80 Inversement, 75 des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ont des problèmes d'habileté sociale. On sait ça depuis les travaux de Hinshaw en 92. C'est un couple indissociable. Donc, imaginez si on prive un élève qui est difficile d'enseignement, à ce moment-là, il vient de manquer des notions, il risque de moins en moins comprendre, donc on retourne au cours suivant, il me manque des notions, je ne comprends rien, je continue d'adopter des mauvais comportements, et là, c'est une spirale
qui se construit à l'infini. Donc, donc ça, c'est le premier type d'abus. Et le deuxième type d'abus qu'on voit dans les écoles québécoises, particulièrement avec les jeunes enseignants qui commencent, tolérer, 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 tolérer. Et tolérer n'est pas mieux. L'élève empêche le bon fonctionnement de la classe et il doit donc être retiré du milieu où il se trouve. Donc, si vous n'avez pas dans vos établissements une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs, vous aurez à la fin de la rencontre tous les outils pour être capable d'en établir une avec vos collègues. Alors, si on poursuit, le modèle SCP, c'est un modèle de réponse à l'intervention. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un modèle qui a été développé en Oregon par un chercheur américain qui s'appelle Walker. Et ce que Walker a constaté, c'est ceci. Quand, par exemple, un ministère, un organisme de la santé fait une campagne publicitaire pour sensibiliser une population aux méfaits du tabagisme, ce que les recherches ont montré, c'est que quand on fait une bonne campagne, on est capable de rejoindre environ 80% de la population. On va être capable de sensibiliser les gens aux méfaits de ce type de substance-là. Mais même si on a fait un bon boulot, il va nous rester à peu près un 20% de la population pour lesquels ce n'est pas suffisant. Ils n'arrêteront pas de fumer simplement parce qu'ils ont vu des poumons noirs et toutes sortes de problématiques à la télé. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin d'intervention de ce qu'on appelle deuxième niveau. Donc, on va devoir regrouper ces gens-là en plus petits groupes et avoir des sessions d'animation, et ça se passe dans plusieurs endroits, où on travaille avec ces gens-là, à nouveau, l'histoire du tabagisme et le danger pour la santé. Et malgré ce travail-là qui peut être fait, il y a des gens qui ont besoin d'intervention de troisième niveau. Rencontrer un psychologue pour être capable de constater là, que ça ne va pas, tu es en train de creuser ta tombe. Là. Donc, ça serait important d'arrêter de fumer actuellement. Walker s'est aperçu que ce système-là, on peut l'appliquer en éducation. C'est-à-dire que quand on met en place auprès de nos élèves les meilleures pratiques fondées sur des données probantes, on peut s'attendre à ce qu'environ 80% des élèves adoptent les comportements souhaités. Ça veut dire que malgré le bon boulot de l'enseignant, il y a un pourcentage d'élèves, et c'est non négligeable, autour d'environ 20%, qui ont besoin non seulement de ce bon boulot-là, mais ils ont besoin aussi de plus que ça. Donc, il y a des élèves qui devront avoir une intervention de deuxième niveau. Par exemple, il y a peut-être des jeunes sur le plan comportemental qui n'ont pas appris à gérer leur colère, qui n'ont pas appris à apaiser leur anxiété, qui n'ont pas appris à gérer un conflit, pour lesquels il leur manque des habiletés sociales. Eh bien, si ça n'est pas enseigné, ces habiletés-là, les élèves ne l'apprendront pas par l'osmose inversée puis l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui est enseigné peut être appris. Ça ne se développe pas par soi-même. Là. Donc, on a besoin de leur enseigner des habiletés manquantes. Quand on le fait, on peut aider, comme dans le domaine de la santé, un pourcentage supplémentaire, autour de 15 %. Donc, on est rendu à 95 %. Mais il nous restera véritablement les élèves de qui on se rappelle le soir, c'est-à-dire les véritables troubles de la conduite et du comportement. Et qui, eux, ont besoin d'avoir des interventions lourdes, individualisées, multisystémiques. Donc, convoquer les parents, peut-être qu'on va s'apercevoir que le petit bonhomme ou la jeune fille a un problème d'hyperactivité, un déficit d'attention, une dyslexie. On doit investiguer davantage parce qu'à ce niveau-là, l'élève a des difficultés persistantes. Les enseignants font un bon boulot, on donne des interventions supplémentaires, ça ne fonctionne toujours pas. Bien là, il faut investiguer davantage. Il y a peut-être quelque chose que l'on n'a pas détecté et qui pourrait expliquer la persistance des comportements problématiques. Et ce qui est important de conscientiser, c'est que les niveaux d'intervention supérieurs ne remplacent pas les niveaux d'intervention inférieurs. Les niveaux 2 et 3 s'ajoutent au premier niveau. C'est un modèle qu'on pourrait appeler additif, cumulatif. Parce que si, par exemple, je travaille avec un élève des habiletés sociales, et lorsque l'élève retourne en classe, c'est un véritable bordel, vous comprendrez que, parce que l'enseignant n'a pas de gestion de classe, ça ne fonctionnera pas. Parce que le niveau 1 représente la base de la pyramide. Donc, avant de mettre en œuvre des interventions de deuxième ou de troisième niveau, c'est important de s'assurer que le premier niveau est en place, et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce soir, les interventions de premier niveau. Et vous devez garder en tête que même si vous mettez en place tout ce que je vous présente, ce n'est pas vrai que 100% des élèves vont
obéir à ce que l'on demande. Alors, tout ce que je vais vous présenter, sans exception, je l'ai publié dans un ouvrage qui s'appelle « L'enseignement explicite des comportements ». Je vais donc vous donner un bon résumé de ce livre-là qui contient tout ce que je vais vous présenter. Alors, 2 figures de proue en gestion de comportement au-delà des chercheurs du système PBIS ou SCP. La chercheure qui est la figure de proue sur la gestion de comportement au monde, son nom c'est Caroline Evertson. Elle publie sur ce thème-là depuis les années 60. D'ailleurs, je me demande comment se fait-il que la dame n'est pas encore morte, pas parce que je souhaite sa mort, mais vous comprendrez qu'elle commence à avoir de l'âge. Et la deuxième source d'information, c'est William Jensen. Jensen est un spécialiste des élèves de qui on se rappelle le soir. Donc, depuis le début des années 80, il a développé du matériel spécifique pour les élèves en troubles de la conduite et du comportement. Donc, certaines stratégies que je vais vous présenter proviennent soit de PBIS, soit de Evertson, soit de Jensen, et parfois les 3 sources ont proposé les mêmes stratégies. Alors, quand on se parle de comportement, première chose à avoir en tête, vous n'avez, et j'espère que je ne vous apprends rien, vous n'avez aucun pouvoir direct sur l'obéissance des élèves. Je ne peux pas ouvrir leur boîte crânienne, placer le bouton obéissance à on, fermer le couvercle et dire « Yes! Maintenant, les jeunes vont adopter les comportements souhaités. » Ça ne se passe pas comme ça. Le pouvoir que j'ai, c'est un pouvoir d'influence. J'espère, de par ce que je dis, de par ce que je fais, de par ce que je suis, que les élèves adopteront les comportements souhaités. Mais si ce n'est pas le cas, si par exemple vous dites « Nous sommes au mois de novembre » et globalement, les élèves à qui j'enseigne n'ont pas encore adopté les comportements désirés, eh bien, la première personne qui doit changer, ce ne sont pas les élèves. C'est vous. Parce que si vous faites plus de la même chose qui ne marche pas, vous allez nécessairement obtenir plus des mêmes résultats. Et c'est à nous de changer, et j'explique mon point de vue. Moi, je suis l'aîné d'une famille où j'ai un frère qui est plus jeune et une sœur qui est plus jeune. J'ai entendu, lorsque j'étais plus jeune, mes parents me dire, je ne sais à combien de milliers de reprises, « Steve, c'est toi le plus vieux. Tu comprends davantage. Ton petit frère, il est plus jeune, il comprend moins. Ta petite sœur est plus jeune, c'est à toi de faire des efforts. » On dirait qu'on oublie le tout en vieillissant. Hein? C'est vous autres les plus vieux. C'est eux qui sont les plus jeunes. C'est à vous de faire des efforts. Alors, quand on se parle de gestion de la classe, une bonne gestion de comportement, 80% des interventions sont de nature préventive pour 20% d'interventions qui sont plus de type corrective ou curative. Donc, quand moi j'observe, on me demande parfois comme contractuel d'observer des enseignants qui font de leur gestion de classe, un bon gestionnaire de la classe, on s'aperçoit que sur 10 interventions, 8 sont faites dans la perspective de favoriser l'adoption des comportements souhaités et 2 interventions sur 10 sont pour corriger les comportements inadéquats. Et tout ça a été pensé et planifié de l'avance. Quand une année commence, généralement, on planifie pour les premières journées quelques contenus pour organiser les élèves, parce que si on ne les organise pas, ils vont nous organiser. Mais on doit aussi penser à notre gestion des comportements. Vous devez installer dans le premier mois de l'année scolaire routine, 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 routine. Plus un cours, une leçon d'enseignement, une journée complète contient de routine, plus c'est sécurisant pour l'enfant. Et plus l'enfant est capable de développer ce qu'on appelle de l'autocontrôle, parce que l'environnement est prévisible. Mais lorsque le cours change constamment, les enseignants qui ont des problèmes de gestion de classe, c'est le bordel en classe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de routine. Donc, on doit installer ces routines-là, et le plus tôt sera le mieux. Donc, c'est important de planifier les contenus. Mais oui, tout à fait, mais on doit aussi planifier quels sont les comportements que je désire obtenir de la part des élèves et s'assurer non seulement de les nommer, mais aussi de les enseigner. C'est ce que je vais présenter tout à l'heure. Ensuite, donc, je vais commencer par vous présenter les interventions préventives. Ensuite, on regardera le curatif. Je vous donne d'abord un survol de ces grandes interventions-là. L'intervention la plus importante pour prévenir les écarts de conduite des élèves, établir avec vos étudiants une relation positive.
Si la relation est de piètre qualité entre un enseignant et son groupe d'élèves, l'année sera longue, à la fois pour les élèves et à la fois pour le maître. Donc, on va avoir des stratégies pour créer ce type de relation-là. 2, créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible et positif. Un cours commence toujours au secondaire de la même façon, finit de la même manière. Routine, routine, routine. Au primaire, une journée commence toujours de la même manière, finit de la même manière. Donc, on verra des stratégies pour créer ce type d'environnement-là. Ensuite, l'encadrement des élèves, ce qu'on appelle une surveillance bienveillante. Je vous ai déjà nommé une stratégie. On circule en classe. Même chose lorsqu'on fait de la surveillance. Surveiller sur la cour, ce n'est pas de se promener avec les tout-petits par la main et à creuser le pavé, là. Ce n'est pas ça. C'est qu'on est imprévisible. On se promène partout sur la cour. Les jeunes ont l'impression qu'on a des yeux partout autour de la tête. Donc, à ce moment-là, on se comporte nettement mieux que si je suis prévisible comme une horloge suisse. Donc, ce n'est pas seulement pour la classe, c'est aussi lorsqu'on fait ce qu'on appelle de la supervision active. Ensuite, l'organisation de la classe. À quel moment les élèves font-ils autre chose que ce qui est demandé? C'est dans les temps morts. C'est quand ils ont le temps de penser à faire autre chose. Plus un élève est occupé, moins il pense à déranger. Et ensuite, finalement, un enseignement qui est efficace. Parce que si l'élève vit toujours l'échec, c'est difficile de rester gentil à l'intérieur de la salle de classe. Donc, on va les reprendre une par une. Vous avez à l'écran, grosso modo, un schéma qui dit ceci. Si j'utilise beaucoup d'interventions positives en salle de classe, je risque d'obtenir de la part des élèves beaucoup de comportements positifs. Mais si je m'adresse à Normand seulement pour lui tomber sur la tomate, je risque d'obtenir de la part de Normand des comportements négatifs. C'est-à-dire que le positif attire le positif et le négatif attire le négatif. Et je vous donne un exemple concret. Si ce soir, à votre retour à la maison, un membre de votre famille, un collègue vous invite à prendre le repas avec votre conjoint et les enfants au prochain week-end, et vous dites « Oui, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu, quelle bonne idée, j'y vais ». Qu'est-ce que vous êtes obligé de faire en retour? C'est non négociable. Quand je quitte, que vais-je dire? La prochaine. Allez, fois, c'est chez nous. Ce n'est pas écrit à nulle part, là, mais c'est une règle de savoir-vivre. Quand quelqu'un t'a fait plaisir, tu te sens dans l'obligation de lui faire plaisir en retour. Quand tu as reçu ta famille à Noël une année, tu ne la reçois pas l'année d'après. Parce que si tu la reçois, ça veut dire que la famille n'a pas compris la règle et ça serait important de leur rappeler la règle. OK? Donc, il y a peut-être des gens qui vont sauver des sous cette année grâce à ma conférence, ce qui n'est pas rien. Mais c'est la même chose avec les élèves en classe. Si j'essaie d'attraper Normand quand ça va bien, plutôt que de toujours l'attraper quand ça ne va pas, bien, avec Normand et moi, Normand risque d'adopter beaucoup plus de comportements positifs. Et on a de la littérature scientifique là-dessus. Robert Marzano, qui est un spécialiste de la méta-analyse, a publié au début des années 2000 une synthèse d'une centaine de recherches où il nous dit ceci. Les enseignants qui ont une relation de haute qualité avec leurs étudiants ont 31% moins de problèmes de discipline, de violation de règles et de problèmes sur une année scolaire que les enseignants qui ont une relation de piètre qualité. 31% moins de problèmes, là, c'est presque un problème de moins sur 3. Est-ce que ça vaut la peine de travailler là-dessus? Non, ça vaut la joie et l'urgence. Alors, quand on se parle d'établir une relation positive, 2 grandes interventions sont à mettre en place. D'abord, avoir des attentes élevées envers les élèves, ce qu'on appelle « high expectation » dans la littérature anglo-saxonne. Et aussi, interagir avec les jeunes. Je ne peux pas développer de relation avec quelqu'un si je n'interagis pas avec lui ou avec elle. Je vais commencer par détailler les attentes élevées et ensuite de ça, on regardera les stratégies au niveau de l'interaction. Comment peut-on montrer qu'on a des attentes élevées envers tous les élèves? Ça peut se faire de 2 façons. D'une part, de par l'attitude que j'adopte avant et aussi pendant la classe et de par les mots que j'emploie avec eux au quotidien. Commençons par parler de l'attitude. Vous connaissez probablement une vieille recherche faite dans les années 60
par un psychologue américain qui s'appelle Robert Rosenthal, qu'on appelle l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que cette recherche-là réalisée nous a montré? C'est que si un enseignant pense qu'il s'adresse à des élèves performants, même s'ils ne le sont pas, cet enseignant-là va les faire réussir davantage que si je me dis, écoute, Steve, j'ai le petit dernier de la famille. J'ai enseigné à son frère, j'ai enseigné à sa sœur, et là, le plus petit me semble davantage poqué que les deux premiers. Il ne pourra pas apprendre grand-chose avec moi dans ma classe. Bien, vous comprendrez que si c'est le type d'attitude qu'on adopte, il y a de fortes chances qu'effectivement, les prédictions se confirment. Même si le tout date des années 60, le même Rosenthal a publié en 2016, à nouveau, une expérimentation sur les attentes élevées des enseignants. Pascal Bressou, en France, a fait exactement la même chose, et on a été capable de montrer qu'effectivement, lorsque j'ai des attentes élevées, bien, je fais davantage réussir les élèves que lorsque j'ai des attentes, malheureusement, peu ou pas élevées. Ça veut donc dire que si j'arrive en classe avec une attitude plutôt négative, je risque moi-même d'adopter des comportements plutôt négatifs et d'obtenir de la part des élèves des comportements plus négatifs. Si par contre j'arrive en classe avec une attitude plus positive, je risque moi-même d'adopter des comportements plus positifs et d'obtenir de la part des élèves des comportements davantage positifs. Quand on voit un verre, certains voient le verre à moitié vide et d'autres le voient à moitié plein. Pourtant, il est toujours à la moitié. Hein? Donc, ça fait une différence importante. On part avec des attentes élevées, réalistes, oui, là, mais on doit avoir une foi inébranlable dans l'éducabilité des enfants. Si on n'a pas cette foi-là, vous n'avez pas votre place en éducation, soyons très clairs. On doit avoir cette conviction-là. Parce que si quelqu'un a la conviction que le petit Normand n'est pas capable de réussir, je suis désolé, cette personne-là ne le fera pas réussir. Mais je le sais qu'en Belgique, c'est vraiment pas le cas, là, mais chez nous, parfois ça arrive. Alors, maintenant, au niveau des mots, comment peut-on montrer aux élèves que nous avons des attentes élevées? Commençons par voir ce qu'il ne faut pas faire. Les contre-exemples. Quand vous dites, non, vous autres, vous ne faites pas ça, mais chez nous, quand on dit aux élèves, autant au primaire qu'au secondaire, les amis, bon, on les appelle les amis au primaire, là, les amis, ça ne fonctionne pas au secondaire. Donc, les amis, le problème que je vous donne à faire, il est facile. Tout le monde va réussir. Comment se sent l'enfant qui échoue un problème qualifié de facile par monsieur ou madame? Moron, profondément moron. Et utiliser son contraire n'est pas mieux. Là, le bout de programme que je vous donne, c'est ardu. Il faut travailler fort. L'élève a l'habitude d'échouer quand je lui dis que c'est facile. Pensez-vous qu'il va s'essayer si je lui dis que c'est ardu? Désengagement total. Donc, ces deux mots-là, on ne les emploie jamais. Parce que ce qui est facile pour un est peut-être difficile pour l'autre. Et là, vous êtes en train de vous demander, oui, mais je remplace ça par quoi, là? Ça s'en vient. Steve a une petite formule à vous proposer. Mais je veux d'abord vous conscientiser sur le pouvoir des mots. Parce que quand on dit aux élèves qu'une tâche est facile, le droit à l'erreur n'est plus permis. L'élève ne se dit pas « je peux réussir », il se dit « je dois réussir ». Pourquoi? Parce que monsieur nous a dit que c'était facile. Donc, implicitement, ce que l'élève est en train de conscientiser, c'est que l'erreur n'est pas permise. Et faire une erreur, ça fait partie de l'apprentissage. Hein? C'est inévitable. Donc, avant de vous proposer une formule pour remplacer « c'est facile, c'est difficile », je veux vous conscientiser au pouvoir des mots. Quand on donne une tâche aux élèves et qu'on qualifie la tâche de facile ou difficile, ça fait émerger dans la tête des élèves des pensées qui peuvent être positives ou négatives. Ces pensées-là influencent dans leur tête des émotions qui peuvent être agréables ou désagréables, et les pensées et les émotions vont influencer les comportements et les actions. C'est ce qu'on appelle l'approche cognitivo-comportementale. Donc, par quoi peut-on remplacer les « c'est facile, c'est difficile » ? Voici ce que je vous propose. Nous allons dire aux enfants que la réussite, elle est possible, mais ça ne se fera pas par l'osmose inversée et l'œuvre du Saint-Esprit. Ça va se faire à deux conditions. Première condition, et c'est le boulot de l'élève, à la condition que l'élève fournisse l'effort nécessaire. Et le mot « nécessaire » est important.
je ne nie pas le potentiel des enfants. Certains enfants arrivent très tôt à l'école et ont déjà des prérequis nettement plus élevés que d'autres. Mais le potentiel d'un enfant ne représente pas le point d'arrivée, il représente le point de départ. Et la distance entre le point de départ et le point d'arrivée s'explique toujours par les efforts. Toutes les études qui ont été faites sur la douance, quand on dit les élèves doués sur doués, là, 3 caractéristiques: effort, ténacité, autodétermination. On devrait se rappeler qu'Edison, avant de découvrir comment l'ampoule fonctionne, il en a grillé 10 000. 10 000! Beethoven, son père, le réveillait la nuit pour pratiquer le piano. Je ne dis pas qu'on doit faire ça avec les élèves, mais les élèves doivent conscientiser qu'il y a un effort nécessaire à faire. Et pour Normand, il y a peut-être plus d'efforts à faire en français qu'en mathématiques. Et pour Normand, il y a peut-être plus d'efforts à faire en français que Jacques, qui est à côté. Mais il y a toujours un effort nécessaire. Et c'est important de définir avec les élèves qu'est-ce que ça veut dire faire un effort. Parce que quand on dit à des élèves faire un effort, certains forcent du visage. Non, c'est pas ça, là, faire un effort. Je vais vous le décrire dans un beau français et ensuite, je vais le décrire de façon un peu plus crue. Faire un effort, c'est agir, virgule, et ce, malgré le déplaisir. Je répète, agir, virgule, et ce, malgré le déplaisir. Quand je suis avec des tout-petits, je leur dis, tu le fais, même si ça ne te tente pas. Parce que c'est ça, faire un effort. À quel moment, comme adulte, avez-vous besoin de vous dire qu'il y a un effort à faire quand ça va bien? Non. C'est quand j'ai envie d'abandonner. Non, Steve, là, il y a un effort à faire. Et c'est comme ça qu'on finit par développer du dépassement de soi. Si je vous demandais, et ce n'est pas un cours de croissance personnelle, quelle est la réalisation professionnelle de laquelle vous êtes le plus fier? Prenez 3 secondes. Là, dans tout ce que vous avez accompli, de quoi êtes-vous le plus fier? Première question, est-ce que cela a toujours été facile? Souvent, les gens vont dire, non, j'ai passé à travers. C'est ce qu'on appelle du dépassement. Mais imaginez l'élève, moi j'aime pas ça, je ne le fais pas. No way, José! Ça ne fait pas partie des possibles, ça. Tu le fais, même si ça ne te tente pas. Et on peut demander aux élèves de faire des efforts à la seule et unique condition que moi, comme enseignant, je leur fournisse une bonne façon de s'y prendre ou remplacer ça par des stratégies. Ton boulot, faire l'effort. Faire l'effort de quoi? D'utiliser les stratégies, les outils que moi, je t'ai présentés ou peut-être des outils que tes collègues au niveau de la classe t'ont présentés. Parce qu'on ne peut pas demander à un élève de faire des efforts sur le plan éthique si l'élève ne sait pas comment résoudre les tâches. Mais si je t'ai donné tout ce que tu as besoin pour le faire, je suis en droit d'exiger de toi que tu le fasses, même si ça ne te tente pas. Et à partir du moment où on décide d'utiliser une formule comme celle-là, c'est important de parler de cette formule-là quand ça va bien. Skinner 53, conditionnement opérant. Quand tu renforces un bon comportement, les probabilités que le comportement se reproduise seront grandes. Nous sommes un vendredi après-midi. Les jeunes travaillent. Il me reste 5 minutes avant que la cloche sonne. Je les arrête. J'ai quelque chose à vous dire. Parce que souvent, quand on les arrête, les jeunes vont dire hein, « Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, Steve? » Non, non. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bien, tu nous as donné une tâche de mathématiques, on est en train de la terminer. Est-ce que la tâche est plaisante? Oh non, on a assez hâte de finir. C'est ça, faire un effort. C'est ça que Steve veut voir demain, après-demain et l'autre demain. On parle des efforts quand les élèves en font. Et on en parle de façon explicite. Qu'est-ce que ça veut dire faire un effort dans mon cours? Quand je te demande de prendre une position d'écoute, les 4 pattes de ta chaise à terre, plus les 2 tiennes, ça fait 6. Les yeux, les oreilles à l'avant, c'est en avant que ça se passe. Et le bruit que le gros monsieur fait, tu essaies de décoder le bruit. Et si tu ne comprends pas le bruit, tu lèves, je caricature là, mais plus on est explicite, plus on obtient. Moins on est... L'élève en difficulté, là, quand on lui demande d'être gentil, là, gentil, c'est du japonais, ça. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas là. Donc, il faut être très clair sur ce qu'on attend. Et quand les élèves adoptent les comportements souhaités, c'est là qu'on doit renforcer. Et pour plusieurs élèves, là, ça, c'est une révélation, là. Il y a des élèves qui, par exemple, moi, venaient porter leur copie d'examen sur le coin de mon bureau et j'entendais « J'espère que je serai chanceux ».
Et là, moi, je disais, oui, tu sais que dans la classe, la façon de donner les notes, c'est par tirage. On place les noms dans une boîte, les notes dans l'autre, et si tu as de la chance, tu auras 80. Je leur disais, quand tu as une note X ou Y, c'est de ta faute quand tu réussis, parce que c'est aussi de ta faute quand il y a échec. Est-ce que tu as fait suffisamment d'efforts? Non, c'est pour ça que la note n'est pas au rendez-vous. Tu as fait des efforts. Est-ce que tu as utilisé les stratégies que je t'ai données? Non, j'ai étudié la veille. Bon, mais ça s'explique. Donc, c'est une façon de pouvoir toujours s'améliorer. J'ai transformé ce message-là dans une petite formule mathématique. Moi, c'est ce qu'on appelle chez nous un matheux. Donc, on présente aux élèves que la réussite est égale aux efforts fois les stratégies, ou R égale E fois S. Et la multiplication a été pensée. Ce n'est pas un plus. 0 effort fois plein de stratégies donne 0. Comme beaucoup d'efforts fois 0 stratégie donne 0. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc, voici la première pratique à harmoniser dans votre école. On fait imprimer cette image-là en grand format. Et lorsqu'on donne une tâche aux élèves et qu'on va leur montrer qu'on a des attentes élevées mais réalistes, on n'emploie pas « c'est facile », on n'emploie pas « c'est difficile », on leur dit « tu peux réussir ». Mais il y a 2 conditions pour y arriver. Il y a des efforts à faire. Or, les efforts, c'est ça. Et il y a des stratégies qui vont t'aider. Quelles sont les stratégies qu'on a vues? Ça. C'est comme ça qu'on peut concrètement avoir des attentes élevées, mais aussi des attentes qui sont réalistes. Ensuite, interagir avec les élèves. Deuxième façon de développer des relations positives. Donc, quand on interagit, c'est important d'être assez près d'eux pour leur montrer que leur discours nous intéresse, donc environ 1 mètre lorsqu'on interagit. Ensuite, les regarder, les interpeller par leur prénom, leur poser des questions ouvertes. Une question qui se répond par oui ou non ne fait pas une conversation d'une grande durée. Donc, on doit poser des questions ouvertes et on essaie d'avoir une expression faciale appropriée. On essaie d'être souriant en salle de classe. Je me rappelle d'avoir déjà dit à certains de mes collègues, si tu es content d'être à l'école, là, dis-le à ton visage, parce que ton visage ne le sait pas. OK? Va te voir dans le miroir là, et apprends à faire craquer le tout. Parce que moi, je suis un trouble de comportement et mon plaisir était de faire craquer ces visages-là lorsque j'étais étudiant. Je me disais, tu vas voir que le monsieur aura de l'expression très rapidement. Et c'était notre plaisir. Mais je ne faisais pas ça avec les gens qui étaient agréables. Les gens qui m'accueillent avec un sourire. Plus tu es gentil envers quelqu'un, plus la personne sera gentille à retour. Donc, ça m'est arrivé de dire à certains de mes collègues, garde, va te pratiquer, là. Parce que là, moi-même, ce visage-là, là, j'aurais envie de frapper dedans, là, OK? Donc, va te pratiquer et tu risques d'être pas mal plus agréable en salle de classe. Ensuite de ça, au niveau des relations, utilisez un ton de voix approprié. On ne crie jamais après les enfants. C'est moi l'adulte. C'est moi qui reste en contrôle. Je comprends que tu es très fâché, mais quoi qu'il en soit, la conséquence est cela. Je comprends que tu es extrêmement fâché, mais quoi qu'il en soit, la conséquence est ça. Je comprends que tu es très fâché, mais néanmoins, la conséquence est ça. Et on alterne entre néanmoins et quoi qu'il en soit. Et on répète, puis on répète. Parce que l'élève qui argumente, que fait-il? Il prend la canne à pêche, il vous la lance, il espère que vous allez bien mordre. Donc, je reconnais le sentiment. Je comprends que tu es très fâché. Mais quoi qu'il en soit, la conséquence, c'est ça. Et il y a même des gens qui m'ont mentionné que ça fonctionne avec le conjoint. Mais je n'embarque pas. Non. Ensuite, on écoute les élèves, on leur démontre l'empathie. Bref, on manifeste l'intérêt, et en particulier pour les élèves difficiles. Ce n'est pas l'élève qui apporte la pomme en salle de classe pour vous faire plaisir qui représente un grand défi de gestion de classe. C'est celui qui a envie de prendre la pomme et vous la lance en plein visage. C'est lui ou elle. Et généralement, c'est plus des lui que des elle, là. Donc, c'est eux pour lesquels ces stratégies-là sont le plus appropriées. Mais c'est un peu paradoxal, ce n'est pas le type d'élève envers qui j'ai envie d'aller. J'ai envie de lui arracher la tête et probablement d'autres parties du corps également. Hein? Et là, tu me dis, Steve, je dois l'investir? Oui, c'est lui qui a besoin de ça. Ce n'est pas l'élève qui est agréable. En orthopédagogie, là, quand un élève est en difficulté,
c'est ce type d'élève-là qu'on va aider sur le plan des apprentissages. C'est la même chose sur le plan comportemental, là. Toutes ces stratégies-là, c'est celui qui a le don de vous faire donner, là. Il sait exactement sur quel bouton peser pour être capable de vous faire perdre patience. Mais c'est lui qui a beaucoup besoin de toutes ces stratégies-là, comme l'élève en orthopédagogie a besoin d'interventions supplémentaires. OK. Ensuite, accueillir les élèves à la porte. Bonjour Pierre, bonjour Jean. Quand je suis au secondaire, ça me permet de voir qui arrive avec son matériel, qui ne l'a pas, et les retourner au casier quand ils ne l'ont pas. Et ça me permet de voir aussi qui arrive en maugréant et qui arrive avec une bonne humeur. Je sais déjà à qui je devrais porter attention. Ensuite, essayez d'avoir un nombre d'interactions positives 4 fois plus élevé qu'une interaction de nature négative. Une interaction de nature négative, c'est « ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne touche pas à ci, ne touche pas à cela ». Mais lorsque je suis à la porte et que je dis « Bonjour Pierre », bonjour Pierre, c'est une interaction de nature positive. Quand je dis par exemple à Pierre, Pierre, tu as levé la main pour demander de l'aide, c'est une belle forme de respect, comment puis-je t'aider? L'encouragement verbal est aussi une façon d'avoir des interactions positives. Donc, quand j'ai 4 fois plus de positifs que de négatifs, vous pouvez être assuré que le climat de votre classe est positif. Mais ça, c'est facile à dire. Dans l'action, ce n'est pas toujours évident. Imaginez que vous avez 2 étudiants, un garçon, une fille. Le garçon ne fait pas ce qui est demandé, ce qui est généralement le cas, et la fille fait ce qui est demandé. Plutôt que d'intervenir auprès de Normand, hein? Là, 1, 2, 3, 4, 5 interventions négatives. J'ignore intentionnellement Normand. Si Normand met le point sur la baboune du voisin, tu n'ignores pas ça. C'est un comportement qu'on appelle majeur. Mais quand c'est mineur, tu ignores Normand et tu renforces l'élève qui est à côté. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir commencé ton travail. Je l'apprécie beaucoup. C'est une belle marque de respect. Juste assez fort pour que Normand entende et désire obtenir mon attention. Et dès que Normand se place à la table, merci Normand d'avoir commencé, je l'apprécie beaucoup, c'est une belle marque de respect. Je viens de faire 2 interventions de nature positive. Ignorance intentionnelle couplée au renforcement différencié. Skinner 56. Ensuite, utiliser l'humour. Donc, sans tomber dans un contexte de zizanie, mais quand on peut rire, rigoler une fois de temps à autre, les enquêtes faites auprès des étudiants, lorsqu'on leur demande pour eux, qu'est-ce qu'un bon prof? Ces jeunes-là répondent toujours des gens qui ont le sens de l'humour. Donc, quand on peut, sans tomber dans un contexte de zizanie, là, mais rire une fois de temps à autre, c'est fortement apprécié. Ensuite, être crédible. Ce que je dis, je le fais, et ce que je fais avait été annoncé. Les bottines doivent suivre les babines. OK? Donc, ce que je dis, je le fais, et ce que je fais avait été annoncé. Si vous avez un règlement dans votre école qui dit que pour la sécurité de vos élèves, vers la fin de l'année scolaire, les élèves doivent porter pour leur sécurité des souliers couverts, qu'est-ce que le personnel doit porter? Des souliers couverts. Parce que si vous demandez le contraire de ce que vous faites, les spécialistes du comportement comme moi, là, les vrais troubles, vont vous dire « Tu me demandes quelque chose que tu ne fais pas toi-même? Jamais que je ne vais respecter quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il me demande. » Et rappelez-vous que vous avez des spécialistes de l'observation en classe. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, vous regarder. 5 heures par jour, 5 jours par semaine, pour détecter la moindre injustice, aussi petite soit-elle, et ils vont vous la livrer sur un plateau d'argent. Donc, chez nous, on dit, on ne court pas après le trouble. Donc, pour éviter le trouble, je ne t'en demande pas plus, mais je ne t'en demande pas moins que ce que je me demande à moi-même. Ensuite, toujours au niveau des stratégies préventives, créer un environnement sécuritaire, ordonné, prévisible. Comment? Les comportements auxquels vous vous attendez de la part des élèves, autant les comportements à l'intérieur de la classe que les comportements à l'extérieur de la classe, doivent être enseignés au même titre que la lecture, l'écriture et les mathématiques. Pourquoi est-il important d'enseigner les comportements? À cause de ceci. Quand un enfant ne sait pas lire, qu'allons-nous faire pour l'aider? On lui enseigne la lecture. L'enfant ne sait pas nager, qu'allons-nous faire pour l'aider? On lui enseigne la natation. L'enfant ne sait pas multiplier, qu'allons-nous faire pour l'aider? On lui enseigne la multiplication. Mais quand un enfant ne sait pas se comporter adéquatement, que fait-on avec lui? On le punit ou on lui enseigne?
Pourquoi n'est-on pas capable de terminer la dernière phrase comme les précédentes? Imaginons qu'on ferait le tout avec la lecture. Tu ne sais pas lire, je vais te punir. Et avec la punition, tu vas apprendre à lire. Ben non, les gens vont dire, voyons, Steve, ça n'a aucun sens. Oui, mais pourquoi fait-on ça avec le comportement? C'est la même chose, là. La punition ne t'enseigne rien. La punition te dit, ceci, tu n'as pas le droit de le faire, mais elle ne te dit pas ce que tu as le droit, et encore moins te le faire pratiquer. Donc, les élèves n'apprennent pas ce qu'on leur dit. Ils apprennent seulement ce qu'on leur enseigne. Moi, le théorème de Pythagore, là, je ne le dis pas, je l'enseigne. C'est pour ça que les jeunes sont capables de l'apprendre. On arrête de dire les règles de la classe et on les enseigne. Voici la procédure pour y arriver. Première étape, vous choisir des valeurs. Vous avez peut-être déjà à l'intérieur de vos établissements scolaires des valeurs qui sont préconisées par votre institution. Dans la majorité des écoles, il y a 2 valeurs qu'on retrouve à peu près toujours. Quelles sont ces valeurs-là? Respect, généralement responsabilité ou autonomie, quelque chose qui tourne autour de ça. Donc, on se choisit maximum 3 valeurs. Si pour vous, le respect, c'est important, eh bien, la question qu'il faut se poser, un élève qui est respectueux, lorsque Steve fait une présentation, que vais-je voir, que vais-je entendre? Un élève qui est respectueux au moment de travailler en équipe, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre? Un élève qui est respectueux au moment de travailler seul, que vais-je voir, que vais-je entendre? Je prends des concepts flous et je les transforme en comportements observables et mesurables. Donc, première opération, je choisis mes valeurs. Deuxième opération, j'identifie dans ma classe tous les contextes de vie à l'intérieur desquels les élèves peuvent se retrouver. Je sais que je fais des présentations, c'est un contexte. Je sais que parfois, je demande aux élèves de travailler en équipe. C'est un autre contexte. Je sais que parfois, je leur demande de travailler seul. C'est un autre contexte. J'identifie tous les contextes dans lesquels mes élèves seront placés et ensuite, je transforme chacune des valeurs en attente comportementale. Donc, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends d'un élève qui est respectueux? Et lorsque j'ai fini le respect, je fais la même chose avec la responsabilité. Un élève qui est responsable quand Steve fait une présentation. Que vais-je voir, que vais-je entendre? Et lorsque les comportements sont formulés, toujours en « je », parce que le « je » est plus impliquant, et toujours formulé positivement. On essaie d'éviter les « ne pas », parce que le cerveau ne traite pas la négative. Si je vous dis « ne pensez pas à un cheval vert », à quoi pensez-vous? Cheval vert. Quand on dit à un élève, on ne court pas dans le corridor, l'élève voit quelqu'un qui court. Donc là, on lui demande de faire le contraire de ce qu'il voit dans sa tête. Trop compliqué. On circule à droite et en silence, ce qu'on voit, ce qu'on fait. Ensuite, vous allez vous construire quelque chose qui ressemble à ça. Voici le travail qui a été fait par des enseignants qui enseignaient à un même niveau. On s'assoit ensemble, ils ont identifié comme moment de vie, présentation de l'enseignant, travail individuel, travail en équipe, et eux ont choisi transition et déplacement. Une transition, c'est on délaisse telle activité pour aller faire telle autre activité. Les valeurs choisies, respect, responsabilité, collaboration. C'est quoi être respectueux dans les transitions et les déplacements? Je garde mes mains et mes pieds pour moi. C'est ça, être respectueux. Donc, une fois que ce travail-là a été réalisé, voici tous les comportements qui seront enseignés dans les 3 premières semaines de l'année scolaire. Donc, on va en équipe aussi, on peut se réunir des profs d'une même école et construire non seulement une matrice pour la classe, mais les équipes SCP d'Ariane vont construire aussi une matrice pour l'école. On identifie tous les endroits où les élèves peuvent se retrouver dans l'école, on a nos valeurs et on transforme chacune de ces valeurs-là en comportement observable et mesurable. Donc, ça peut se faire autant au niveau de la classe qu'à l'extérieur de la classe. Et ensuite, nous allons présenter en début d'année naturellement ces comportements-là aux élèves et on va leur donner du sens. On va expliquer pourquoi c'est important d'adopter tel comportement en lien avec le respect. Ensuite, nous allons afficher le tout. Donc, j'ai une affiche avec le nom de la valeur et les comportements qui y correspondent, ce qu'on appelle un support visuel. Et quand je parle de support visuel, ce ne sont pas des phrases écrites en times 2 sur une feuille ordinaire. Là. Ça, c'est de la tapisserie, là. Ça ne sert à rien. Ça doit être visible pour l'élève qui est à l'arrière de la classe. Sinon, ce n'est pas un support visuel. Ensuite, je vais prévoir, dans les 3 premières semaines de l'année scolaire,
des moments où je vais enseigner les comportements attendus en lien avec le travail d'équipe en demandant aux élèves de travailler en équipe. Tous les comportements doivent être enseignés en contexte réel. Parce que les élèves en trouble du comportement sont des spécialistes pour deviner autre chose que ce qu'on souhaite, donc tu n'auras pas besoin de le deviner. Je vais te l'enseigner, puis je vais l'enseigner en contexte réel. Et la démarche qui est utilisée pour y arriver, c'est la démarche que j'ai présentée lundi soir pour les gens qui étaient avec moi, c'est-à-dire la démarche d'enseignement explicite. Modelage, pratique guidée, pratique autonome. Donc, qu'est-ce que je fais lors du modelage? Je présente la règle. Vous pouvez faire la même chose pour n'importe quelle routine, n'importe quelle procédure. Je l'affiche, la règle dans la classe ou la procédure, dans un endroit stratégique au niveau des yeux des élèves. Et si les tout-petits ne savent pas encore lire, on peut utiliser des images, des pictogrammes. Il faut se rappeler que c'est un rappel visuel. Et ensuite de ça, on explique le pourquoi de la règle ou de la routine. Et ensuite, l'enseignant va faire un modelage. Je vais te montrer ce que je veux et je vais aussi te montrer ce que je ne veux pas. Présentation d'exemples et de contre-exemple. Je vais le faire devant toi. Et ensuite, on va faire une pratique dirigée puis une pratique autonome. Je vais demander à quelques élèves de venir à l'avant et de refaire les comportements souhaités devant le groupe. Et le groupe va donner de la rétroaction à ces élèves-là pour savoir s'ils ont bien fait ce qui était demandé. Et quand on fait pratiquer les élèves, c'est seulement sur les exemples. Les contre-exemples, on n'a pas besoin de les faire pratiquer, ils sont très compétents pour être capables de faire ça. Donc, je te montre ce que je veux, je te montre ce que je ne veux pas, et ensuite, je fais pratiquer uniquement ce que je veux. Donc, tous les comportements sont enseignés en contexte réel. Donc, vous voyez un enseignant qui s'apprête à enseigner les règles ou les comportements importants pour avoir une discussion en grand groupe. C'est un autre moment de vie qui peut être fait. Et on peut faire la même chose à l'extérieur de la classe. Donc, par exemple, le petit comité comportement pourrait dire que ça serait important, compte tenu des problématiques qu'on a dans notre école, d'enseigner aux élèves à circuler adéquatement dans le corridor ou dans le coin des casiers. Et on va utiliser la même démarche d'enseignement explicite. Donc, vous avez à l'écran un exemple d'une leçon d'enseignement de comportement. Dans ce cas-ci, c'est les transitions et les déplacements. Vous avez toujours 4 étapes. L'étape numéro 1, c'est le quoi enseigner. Dans le fond, c'est les comportements que vous retrouvez sur la matrice que vous avez construite précédemment. L'étape numéro 2, c'est le pourquoi faut-il enseigner ces comportements-là. Et voici les exemples qui seront modelés par monsieur ou madame et les contre-exemples. Voici ce que je veux, voici ce que je ne veux pas. Et ensuite, on va faire pratiquer quelques élèves sur les comportements que l'on désire. Et on peut faire exactement le même type de leçon au niveau de l'école entière. Donc, vous avez par exemple un exemple d'un comité comportement qui a été créé dans une école où on a enseigné aux élèves de cette école-là comment se comporter adéquatement dans le transport scolaire. Parce que chez nous, au Québec, les distances sont tellement grandes que les commissions scolaires vont organiser du transport. Et donc, les jeunes embarquent à l'intérieur de l'autobus et parfois, c'est un véritable bordel. Et celui qui conduit doit toujours avoir les yeux à l'avant, hein, et non pas gérer ce qui est en arrière. Donc, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va demander aux compagnies de transport de venir avec des autobus. Nous allons aller nous promener en autobus et voici ce qu'on va enseigner aux élèves pour être respectueux, responsables et démontrer de la réussite. Donc, on retrouve les mêmes étapes. Le quoi enseigner, le pourquoi, voici ce qu'on va modeler, voici ce qu'on veut, voici ce qu'on ne veut pas, puis ensuite, pratique dirigée, pratique autonome. Donc, l'enseignement des comportements peut se faire autant au niveau de la classe qu'à l'extérieur de la classe. L'avantage d'avoir un comité comportement est de construire une leçon à harmonisation des pratiques. C'est le principe clé des écoles efficaces. Donc, l'équipe construit une leçon, on remet la leçon à tous les profs de l'école, on se fait un horaire pour pas que tout le monde soit dans l'autobus en même temps, et on va enseigner les comportements souhaités de l'autobus dans l'autobus, les comportements du corridor dans le corridor, les comportements de la cafétéria à cafétéria, les comportements de la salle de bain à la salle de bain. Tout est enseigné. Donc, pas de devinette. Ensuite, vous avez maintenant un plan de leçon vide, c'est-à-dire qui peut être complété. Donc, dans le fond, l'étape numéro 1, c'est de choisir votre quoi. L'étape numéro 2, c'est le pourquoi. Ensuite, les exemples que vous allez choisir qui illustrent très bien
les comportements visés et les contre-exemples, la pratique dirigée et la pratique autonome se déroulent toujours de la même façon. OK, vous avez un exemple d'affiche ou de support visuel pour la cafétéria d'une école secondaire. Vous avez le nom de la valeur et vous avez les comportements qui y correspondent en dessous. C'est ce qui a été choisi, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que ces exemples-là s'appliquent totalement aux écoles, mais le but, c'est de dire, bien, chez nous, un élève, par exemple, qui est respectueux sur l'heure du repas, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends? Et on essaie toujours d'identifier le minimum de comportement, pas le maximum, le minimum. Pourquoi? Parce qu'on doit l'harmoniser. Donc, si on commence à avoir des listes complètes de 10, 12 comportements, on n'arrivera pas à s'entendre. Donc, c'est quoi les comportements minimaux? Ensuite, créer un environnement sécuritaire, ordonné et prévisible. Autre stratégie, installer et enseigner des routines. Je les ai déjà nommées. Le début et la fin d'un cours, toujours la même chose. Quand moi j'étais au secondaire, les jeunes arrivent en classe, dans le coin droit du tableau, toujours une tâche est déjà à accomplir. Tu arrives, tu t'assois, tu n'as pas besoin d'attendre que la cloche sonne, tu t'assois, tu ouvres ton sac et tu commandes. La tâche est là. Et pendant que les jeunes vont s'installer, moi je suis capable de prendre mes présences. Et c'est comme ça, cours après cours. Donc, les jeunes comprennent rapidement. Je n'ai pas besoin d'attendre le son de la cloche. Là. Non, tu arrives, tu t'assois, tu t'installes, tu commences la tâche. Et il y aura toujours une tâche à accomplir pour à peu près 5-7 minutes, le temps que je sois capable de prendre les présences. Ensuite, je suis en train d'en passer, convenir avec les élèves d'un signal du silence. Donc, c'est-à-dire, particulièrement en début d'année, vous avez beaucoup d'informations à donner. C'est important d'être capable d'avoir l'attention des élèves rapidement. Moi, ce que j'avais l'habitude d'utiliser comme signal, c'était le suivant. Et les jeunes savaient que tu as 5 secondes pour terminer ta phrase. Ensuite, les yeux, les oreilles à l'avant. C'est à l'avant que ça se passe. J'ai besoin de ton attention. Certains vont décider de fermer les lumières. D'autres lèvent la main, vont faire le décompte 5, 4, 3, 2, 1. Et rendu à 0, je vais avoir ton attention. Peu importe le moyen qu'on choisit. Ce qui est important, c'est d'en avoir un, de le pratiquer avec les élèves pour que vous soyez capable rapidement d'obtenir l'attention des élèves. Ensuite, avoir un rythme soutenu. Les études ont montré sur l'attention que lorsque le débit verbal est un peu plus rapide, et moi, je n'ai vraiment pas de problème avec ça, généralement, l'attention est plus soutenue. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, quand dans un cours, c'est lent, c'est laborieux, ça prend du temps, plus un élève est occupé, moins il a tendance à dérailler. Moins un élève est occupé, plus il a de chances de dérailler. On ne fait pas ça d'une classe d'immersion. Il ne comprend pas la langue, tu augmentes le tempo. Non! Mais quand les élèves comprennent relativement bien la langue, d'augmenter un petit peu la vitesse, vous allez voir, vous allez avoir des gains d'attention importants. Ensuite, l'encadrement des élèves. Il y a quelques moments au cours d'une année scolaire où les élèves sont à moitié fous. Avant la veille d'un congé, ils sont dingues. Et plus le congé est long, plus ils sont dingues au retour. Vous le savez, quand vous dites « je ne sais pas quelle température il va faire demain », mais ils sont agités comme ça n'a aucun sens. Quand la petite voix intérieure vous suggère d'assassiner des élèves, c'est le bon moment de faire ce qu'on appelle une précorrection. C'est tout simplement le rappel verbal des comportements souhaités. Vous savez qu'au retour de la période des fêtes, ils seront dingues. Donc, n'attendez pas que les comportements négatifs se produisent. On recommence l'année en disant aux élèves, OK, voici, quels sont les comportements attendus qu'on avait vus ensemble dès le mois d'août, septembre, octobre? Bon, qu'est-ce qu'on doit se remettre en tête pour être capable de refaire un bout ensemble et que ce soit agréable? Mieux vaut prévenir que guérir. Ensuite, supervision constante. C'est ce que les Américains appellent le witness. C'est dur à traduire en français, même si on a une spécialiste de la traduction. C'est avoir des yeux partout autour de la tête. C'est d'être capable de dire à Normand, qui est à l'arrière de la classe, « Normand, commence ton travail, s'il te plaît. » Et là, Normand dit, « Comment fait-il pour savoir? » C'est parce que vous allez scanner l'environnement constamment. Donc, on lève la tête et on regarde constamment ce qui est en train de se passer. Même lorsque je suis en aide avec un élève, je lève la tête et je regarde constamment ce qui est en train de se passer. Ensuite de ça, marcher la classe. Je l'ai déjà nommé. Occupez tout l'espace. Vous êtes imprévisible.
et toujours se diriger vers les difficultés rapidement. Je m'explique. Avec un peu d'expérience, vous allez finir par développer, je ne sais pas comment l'appeler, un sixième sens, je ne sais pas. Mais quand Normand rit de telle façon, il y a de quoi de pas catholique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tout de suite, je vais me mettre le nez dans le trafic, tout de suite. Et là, Normand va dire, « Comment se fait-il que tu viens me voir? » Une seule réponse à donner, une seule. Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Fini. On utilisait cette stratégie-là lorsque moi, j'ai travaillé en ce qu'on appelle des young offenders, donc des jeunes délinquants placés en institution. Et lorsqu'on soupçonnait un complot d'évasion, ils se rapprochent, la voix diminue, tout de suite. On va se mettre le nez dans le... « Hey, Bissonnette, comment ça se fait que tu viens nous voir? » Moi, je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Et généralement, la petite voix, elle ne vous trompera pas. Fiez-vous. Si elle vous dit d'assassiner, non, mais si elle vous dit qu'il y a probablement quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à... Plus on intervient rapidement, moins on risque d'avoir de problèmes. Ensuite de ça, l'encadrement des élèves. Les élèves difficiles ou vulnérables, proches de l'enseignant, à la portée de la main, pas pour les frapper, bien que ce soit tentant, mais pour être capable d'intervenir rapidement en cas de besoin. Donc, si les élèves qui ont plus de difficultés comportementales sont proches de moi, je pourrais convenir avec eux que si je passe près de toi et que je fais sur ton bureau, c'est que tu n'es pas en train de faire ce qui est demandé. Donc, je peux les ramener rapidement au niveau de l'attention. Mais on ne place pas tous les élèves en difficulté dans le même paquet. On place un élève difficile, une fille. Un élève difficile, une fille. Un élève difficile... Vous comprendrez que c'est souvent des garçons. Ensuite, nommer des élèves pour répondre aux questions que l'on pose. Quand vous posez des questions en salle de classe, qui lève la main? Toujours les mêmes. Right? Bon, à partir de maintenant, plus besoin de lever la main. C'est Bibi en avant qui détermine qui répond aux questions posées. C'est drôle, les problèmes de comportement, il y en a moins. C'est drôle, les problèmes de concentration, il y en a moins. Ben oui, lorsque tu ne sais jamais à quel moment monsieur ou madame peut me nommer, j'ai beaucoup plus tendance à suivre ce qui est en train de se passer là. J'explique tout à l'heure, je demande à 4 personnes de me reformuler dans leurs mots ce qu'ils ont compris et je ne les nomme pas. Tout d'un coup, c'est moi. C'est ça, rendre l'élève actif dans ses apprentissages. C'est de faire fonctionner les 100 milliards de neurones qu'il a entre les deux oreilles. Comment? En ne sachant jamais à quel moment l'enseignant me questionne. Mais lorsqu'on fait ça, c'est important d'expliquer aux élèves cette technique-là. Parce que moi, je fais ça à l'université. Je les nomme. Bac, maîtrise, doc. Et là, je vois le phénomène suivant. Un, changement de couleur. Bleu, violet, jaune. Et là, le bégaiement s'installe. C'est des adultes qui vont enseigner. Et je suis obligé de leur dire, regarde, si je te nomme, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de pas correct. Parce qu'à quel moment questionne-t-on souvent les élèves? Pas en Belgique, au Québec. L'élève fait autre chose que ce qui est demandé. Parle, Pierre, est-ce que tu pourrais expliquer aux autres ce que je viens de présenter? Et là, je viens de le ridiculiser à ses yeux et aux yeux des autres. Nous n'utilisons pas le questionnement pour prendre les élèves en défaut. On utilise le questionnement pour maintenir leur attention et leur vigilance. Donc, j'ai été obligé d'expliquer à des étudiants au niveau du doctorat que si je te nomme, tu n'as pas besoin de changer de couleur, là. Hein? C'est parce que le gros monsieur fait beaucoup de bruit en avant. Ta job, c'est de décoder le bruit. Fait qu'il faut qu'on soit capable de communiquer ensemble pour s'assurer qu'on comprend le bruit de la même façon. Caricature, là, mais c'est la même chose avec les élèves. Donc, imaginez si les adultes sont gênés lorsque je les nomme. Imaginez des tout-petits au primaire ou au secondaire. Ensuite, utiliser un système de renforcement, particulièrement avec des groupes d'élèves difficiles. Les approches comportementales, behaviorales ont fortement été démonisées dans beaucoup de facultés d'éducation. Souvent, moi, je réponds aux gens qui critiquent les systèmes de renforcement que généralement, soit tous les mois, soit tous les 2 semaines, on obtient un renforcement tangible. Ça s'appelle un salaire. Et si on enlevait le salaire à ces gens-là arrêteraient de critiquer les systèmes de renforcement. Il n'y a aucun effet délétère des systèmes de renforcement, ni sur la motivation intrinsèque, ni sur l'apprentissage, ni sur le comportement, lorsque ces systèmes-là sont utilisés selon les règles de l'art. Quelles sont ces règles-là? Première règle, définir les comportements, les avoir enseignés de façon explicite et les avoir fait pratiquer. Si les comportements n'ont pas été enseignés, qui obtient des récompenses? Toujours les mêmes.
Pourquoi? Parce que ces jeunes-là possèdent, dans leurs habitudes, les comportements désirés. Mais si l'élève n'a pas appris ces comportements-là à la maison, il ne les apprendra pas par lui-même. La découverte, ça ne marche pas au niveau comportement. Donc, si je veux m'assurer que tout le monde pourra recevoir des renforcements et éventuellement des récompenses, j'enseigne tous les comportements désirés. Et je les ai fait pratiquer, donc je sais que tous les élèves pourront obtenir du renforcement. Première règle. Deuxième règle. Lorsque Skinner a développé le conditionnement opérant dans les années 50, il nous disait, pour favoriser l'acquisition d'un comportement, on utilise des renforcements continus de type social. Par exemple, j'ai enseigné aux élèves à lever la main pour demander de l'aide. Je l'ai fait. J'arrive au cours suivant, Normand lève la main exactement comme je l'ai montré. Normand, tu as levé la main, c'est une belle marque de respect, comment puis-je t'aider? Je renforce verbalement le bon comportement de Normand. Et Skinner nous suggérait de le faire de façon continue. Continue, c'est tout le temps. Moi, je dis ça, c'est Walt Disney. On le fait le plus souvent possible. Mais à partir du moment où Normand a appris à lever la main en lecture, il serait plaisant qu'il lève la main en écriture, en mathématiques, qu'il généralise ce bon comportement-là à d'autres situations. Eh bien, Skinner disait, pour favoriser la généralisation des comportements, on utilise en concomitant. En même temps que je donne mon renforcement verbal ou social, on utilise des renforcements intermittents. Intermittent, ça veut dire non prévisibles de type tangible. Par exemple, un système d'économie de jetons. Je donne un exemple. Normand lève la main. Normand, tu as levé la main, c'est une belle marque de respect. Comment puis-je t'aider? Ça, c'est mon verbal. À cela s'ajoutera de temps à autre, sans que Normand soit capable de le prédire, l'obtention d'un jeton. Jeton qui, après avoir été accumulé, pourra être échangeable contre un privilège. Un privilège, par définition, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Mais pour que ça fonctionne, Normand ne doit pas être en mesure d'anticiper à quel moment monsieur donne des jetons. Parce que si les élèves sont en mesure de savoir que monsieur donne des jetons le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin, à quel moment seront-ils gentils? Le lundi matin, le mercredi matin et le vendredi matin. Quand tu ne sais jamais à quel moment, en plus de ton bravo, le bravo, tu peux le prédire. Être dépendant socialement du bravo, c'est une dépendance socialement acceptable. Être dépendant du jeton, ça l'est moins. Donc, pour ne pas créer la dépendance, la distribution de jetons doit être non prévisible. Et on ne donne jamais à celui qui demande. Jamais. On lui dit, continue de faire des efforts, à un moment donné, tu en auras des jetons. Parce que si vous donnez à celui qui demande, vous venez de créer le lien entre renforcement et comportement, et le jeune, à ce moment-là, vous devrez toujours lui donner des jetons pour qu'il produise le comportement désiré. Donc, si on veut créer ce qu'on appelle des habitudes comportementales, le renforcement tangible doit être aléatoire. Et naturellement, on utilise beaucoup plus de renforcement social que de tangible. Le tangible, c'est une fois de temps à autre, alors que le social, beaucoup. Ensuite, quand on a des privilèges, il va y avoir deux types de privilèges. Il peut y avoir des privilèges individuels. Par exemple, on pourrait déterminer avec les élèves qu'à partir du moment où tu as accumulé, puis là, je dis n'importe quoi, 5 jetons, tu as le droit d'échanger tes 5 jetons pour un privilège X. Tu as le droit d'avoir la chaise confortable de l'enseignant pendant 3 minutes. Au secondaire, tu as le droit de porter ta casquette en classe 2 minutes. Les élèves vont se battre pour avoir le droit de faire le contraire de ce qu'on retrouve. Lorsqu'un interdit est possible, yes! Surtout lorsque tu es un adolescent, n'est-ce pas? Donc, souvent, les gens me demandent, Steve, quelles sont les bonnes idées de renforcement? Demandez-le aux élèves. Les élèves vont vous dire ce qu'ils souhaitent avoir. Mais le principe, c'est que ça ne coûte rien. Donc, pas de voyage à Walt Disney, pas de descente dans les pentes en Suisse. Non. Le principe, c'est que ça ne coûte rien. Et ensuite, l'autre type de privilège possible, c'est ce qu'on appelle un privilège classe, ce qu'on appelle une contingence de groupe. On pourrait déterminer qu'à partir du moment où j'ai distribué dans la classe 100 jetons, peu importe à qui j'ai distribué, célébration des efforts et tout le monde participe sans exception. Autant Normand qui a 1 jeton que Pierre qui en a 0. Respirer est une marque d'effort, tout le monde participe. Pour éviter que certains élèves soient constamment privés d'activités récompenses. Nous avons, pas en Belgique, au Québec, des élèves
qui arrivent au secondaire et qui n'ont jamais participé à une journée d'activité de quelque façon que ce soit. Et on leur dit, continue, il te manquait seulement quelques points pour y arriver. Oui, mais quand tu es rendu qu'à chaque journée d'activité, il y a un club d'abonnés VIP au bureau de la direction, c'est toujours les mêmes, mais ça veut dire que ce que tu fais, ça ne marche pas, là. Tu sais, si la conséquence fonctionnait, je t'ai privé quelquefois, tu as compris, tu ne recommences pas. Quand on donne une conséquence à nos enfants et que le comportement recommence, est-ce que vous allez redonner la même conséquence? Non. Mais pourquoi qu'on fait ça à l'école? C'est la même chose, là. Donc, quand tu fais plus de la même chose qui ne marche pas, tu vas nécessairement obtenir plus des mêmes résultats. Donc là, tout le monde participe, sans exception. Et là, Normand va dire, attends une petite minute, Steve, là. J'ai bien compris ton système. Si moi, j'avais obtenu 4 jetons, le nombre de 100 n'aurait pas été atteint aujourd'hui. Nous l'aurions atteint avant. Ça veut dire que l'activité récompense groupe, nous l'aurions eu avant. Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, Normand. Ça crée de l'entraide entre les élèves. Circule à droite, pense silence, tu vas peut-être avoir un jeton. L'objectif est commun. On fait ça dans les entreprises. Quand on dit, par exemple, à des équipes, si on réussit à faire la tâche avant le temps prévu, bonus, puis bonus pour tout le monde. On ne commence pas à dire, lui aura 10 €, lui en a 30. Lui. Non, non, c'est le même bonus pour l'ensemble de l'équipe. C'est ce qu'on appelle une contingence de groupe. Et j'insiste sur la contingence de groupe parce que la synthèse de recherche de Stage et Quiroz, qui a été publiée en 1997, nous dit que l'intervention dont la taille d'effet est la plus élevée, c'est Group Contingency, avec un effet de 1,02. C'est énorme. Et si vous regardez Token Economy, ce qu'on appelle le renforcement ou le privilège individuel, c'est 0,95. C'est très bon aussi, là. Mais c'est encore plus payant d'utiliser le renforcement de type groupe que d'utiliser le renforcement individuel. Ensuite, ne jamais utiliser le système de renforcement pour gérer les écarts de conduite. Il faut considérer ces deux composantes comme deux rails d'une voie ferrée, ne se croire jamais. J'ai un système pour encourager les bons comportements, mais j'ai un système en parallèle pour intervenir quand ça ne va pas. Ce qui veut dire qu'un jeton donné ne peut jamais être retiré. Jamais. Ce qui est donné et ne peut pas être retiré. Quand on va voir les effets de ce qu'on appelle response cost, ça c'est le coût de la réponse. C'est une taille d'effet autour de 0,53. La punition a des effets supérieurs, 0,58. C'est préférable de faire de la copie à un élève que de retirer ce qui a été donné. Ce qui est donné ne peut pas être retiré. Donc, si on continue, il est anormal qu'un élève n'ait accumulé aucun jeton lors d'une activité de célébration des efforts de type groupe. Pensez au pire élève que vous avez eu en carrière. Vous n'avez jamais vu un trouble de comportement de cette intensité-là. Il est impossible, mathématiquement parlant, qu'un élève soit problématique 5 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 2 mois. Ça ne se peut pas. À un certain moment donné, il est fatigué, il arrête, renforce-le là. Caricature, là, mais ça ne se peut pas. Donc, si un élève n'obtient jamais de jetons, le problème, ce n'est pas l'élève, c'est moi, comme enseignant, qui ne porte attention à Normand seulement lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas correct. Ensuite, une classe qui est bien organisée. Le mobilier est disposé de façon à ce que tous les élèves puissent voir les démonstrations et les explications. Dans plusieurs réformes éducatives, nous avons démonisé les classes en rangée. On doit se rappeler que nous avons envoyé un homme sur la Lune avec ça et on a décodé le génome humain. C'est quand même pas si mal en termes de réalisation. Et je ne connais pas d'enfants qui ont développé des problèmes de santé mentale parce qu'ils étaient dans une classe en rangée. Devinez quelle est la meilleure configuration de classe pour avoir l'attention des élèves. Hastings 95. Rangée. Est-ce qu'ils seront toujours en rangée? Non. De temps à autre, je peux permettre le travail d'équipe, mais le message que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a le droit de les placer en rangée, et plus la classe est rock and roll, plus les rangées sont appropriées. Ensuite, la disposition du mobilier permet à l'enseignant et aux élèves de se déplacer aisément. Je disais, c'est important de marcher la classe. Encore faut-il que la classe soit marchable. Donc, si la classe est en rangée, généralement, je peux mieux circuler. Ensuite, le matériel de support est facilement accessible. Dictionnaire, grammaire, ces choses-là. J'ai une procédure pour aller chercher puis une procédure pour ramener. Donc, par exemple, si la classe est en rangée, la première rangée se lève lorsque le dernier s'assoit, le deuxième rangée se lève, quand le dernier a pris le temps de s'asseoir, troisième rangée, ordonnée. Et on va reporter de la même façon. Ensuite, le matériel est préparé pour organiser à l'avance. J'ai des feuilles à distribuer
J'ai 5 rangées de 6 élèves. J'ai déjà 5 petits paquets de 6 feuilles chacune, empilées les uns par-dessus les autres. Et j'ai une procédure pour distribuer et recueillir. Donc, je distribue le premier paquet au premier de chacune des rangées qui fait circuler les feuilles jusqu'à l'arrière. Et quand je ramasse, celui d'en arrière l'envoie jusqu'en avant, puis celui de droite vers la gauche. Il faut que ça roule. Pas de temps à perdre. Je ne commence pas à distribuer des feuilles une par une et ramasser une par une, à moins de désirer du bordel. Ensuite, assigner des places en début d'année. Si vous laissez les élèves choisir une place à l'intérieur d'une classe, à quel endroit vont s'asseoir les troublemakers? À l'arrière. Hein? Vous direz qu'il y a un aimant vers le fond de la classe et tous ceux qui détestent l'école se retrouvent ensemble. Et ça sera le party time. Donc, c'est l'enseignant qui détermine lui-même à quel endroit vont s'asseoir les élèves. Par exemple, on pourrait décider de les placer par ordre alphabétique. Les probabilités statistiques que tous les troubles de comportement commencent par la lettre C sont moins grandes avec l'ordre alphabétique que si on les laisse se placer eux-mêmes. Et d'une part, ça nous permet d'apprendre les noms. Et en passant, un jeune, autant de première année que de 5e secondaire, qui se voit assigner une place par son enseignant, aura le réflexe de se dire « Oh, la classe sera gérée cette année. » Tu as très bien compris, mon ami, la classe sera gérée cette année. C'est exactement le message qu'on souhaite donner. Et vous devez toujours vous garder un droit de veto. Tu es placé à cet endroit-ci jusqu'à temps que ton comportement me montre que je dois te changer de place. Rappelez-vous qu'en classe, il y a vous, puis ensuite, il y a Dieu. Dieu arrive en deuxième. Ensuite, cinquième stratégie préventive, un enseignement qui est efficace. J'ai réalisé dans le cadre de ma thèse de doctorat une synthèse de la littérature à ce sujet-là, et il y a 2 méthodes d'enseignement hyper efficaces pour les élèves en difficulté, l'enseignement explicite puis l'enseignement réciproque. L'enseignement réciproque, pour ceux qui n'ont pas assisté à ma conférence de lundi, c'est j'enseigne une stratégie, par exemple, de compréhension en lecture, et je demande ensuite aux élèves de se placer en équipe de 2, et un élève doit réenseigner la stratégie que je viens de présenter à son collègue, et ensuite, on va intervertir les rôles. C'est ce que j'appelle, moi, le principe du mini-prof. Donc, un élève réenseigne à son collègue la stratégie, et ensuite, le mini-prof se transfère chez le voisin, et on circule en classe pour voir est-ce que les jeunes se réenseignent mutuellement, correctement, la stratégie que j'ai présentée précédemment. Et la démarche d'enseignement explicite, je l'ai nommée pour le comportement. C'est la même chose pour l'apprentissage, modelage, pratique guidée, pratique autonome. Je fais devant toi, nous faisons ensemble et tu fais à ton tour. Si vous voulez en savoir plus sur l'enseignement explicite, sur le plan des apprentissages, j'ai déjà rédigé un ouvrage complet à cet effet-là. Bon, maintenant, que fait-on lorsque les élèves n'adoptent pas les comportements désirés? Donc, les interventions curatives ou correctives. On va également se parler du niveau école. Vous devez vous rappeler qu'une école qui est efficace, c'est une école qui dispose d'une politique claire sur la gestion des écarts de conduite majeurs. Parce que dans ces écoles-là, les enseignants connaissent très bien pour quel type de comportement je dois retirer l'élève de l'endroit où il se trouve. Non pas retirer à vie, là, c'est retirer temporairement, mais on ne peut pas tolérer un élève qui empêche les autres élèves d'apprendre. Donc, quelle est la différence entre un écart de conduite majeur et un écart de conduite mineur? Un écart de conduite majeur, c'est un manquement aux attentes comportementales qui ont été enseignées, qui nuit au bon fonctionnement de la classe, à l'enseignement du maître et par conséquent à l'apprentissage des autres élèves. Ça peut être aussi un comportement dangereux, illégal, voire illicite. Ça peut être aussi un écart de conduite qui était mineur au début, mais ça finit par prendre tellement de mon temps que ça finit par m'empêcher d'enseigner et empêcher les autres élèves d'apprendre. Un écart de conduite mineur, c'est un manquement aux attentes comportementales qui ont été enseignées, qui ne nuit pas au bon fonctionnement de la classe ni à l'apprentissage des autres élèves. Ça peut déranger l'élève lui-même ou quelques élèves autour. Et ces comportements-là, que ce soit mineurs ou majeurs, peuvent également se produire non seulement à l'intérieur de la classe, mais aussi à l'extérieur de la classe. Donc, voici le premier travail qu'un comité comportement doit faire dans une école pour établir une politique claire sur la gestion des écarts de conduite mineurs. On se réunit, quelques membres du personnel, avec l'équipe de direction, et on détermine chez nous quels sont les comportements mineurs et quels sont les comportements majeurs. Vous avez un exemple de ce qui a été réalisé dans une école québécoise. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que cet exemple-là est meilleur que le travail que vous pourriez faire dans votre propre établissement. Une fois que le tout est fait, je vais vous présenter les interventions pour gérer le mineur. Ensuite, on regardera le majeur. Je vais vous présenter les interventions des plus simples aux plus complexes. Première intervention pour gérer le mineur, contrôle par la proximité. Je suis en train d'enseigner et je vois que Normand ne fait pas ce qui est demandé.
Je m'approche de Normand et je continue de donner mes explications. Le simple fait de s'approcher d'un élève sans même lui adresser la parole, Normand va se dire « Il ne vient pas me voir pour mes beaux yeux. Je dois être en train de faire quelque chose qui est inadéquat. » Si le contrôle par la proximité ne donne pas de résultat, contrôle par le toucher, avec tout le professionnalisme que ça demande. Je m'approche de l'élève, je mets la main sur son épaule et je continue. Si je pense que l'élève ne désire pas se faire toucher, parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas et on doit respecter le tout, j'entre dans sa bulle. Je mets la main sur son cahier et je continue d'expliquer. Si l'élève n'a pas compris, simplement en m'approchant, vous comprendrez que ça va prendre quelque chose de plus. Quelle est la chose de plus? J'entre dans sa bulle. Je mets la main sur ce qu'il fait, mais je ne suis toujours pas en train de lui adresser la parole, là, ce qui me permet de continuer mon enseignement. Je ne suis pas obligé de prendre la parole et briser ce qu'on appelle le tempo de la leçon. Parce que si je dois toujours intervenir verbalement, Pierre, Jean, Jacques, là, je brise le tempo. Et c'est là que des élèves peuvent faire autre chose que ce qui est demandé. Si ça ne fonctionne pas, directive aux signaux non-verbaux. C'est ce que j'expliquais. Je peux convenir avec les élèves que si je passe devant toi et que je fais « tu n'es pas en train de faire ce qui est demandé ». Donc, c'est ce qu'on appelle 3 techniques d'intervention indirecte. Ça vous permet de continuer votre enseignement sans prendre la parole. Si ça ne fonctionne pas, je l'ai nommé ignorance intentionnelle couplée au renforcement différencié. J'ai l'intention d'ignorer Normand et je renforce l'élève qui est à côté. Et dès que Normand fait ce qui est demandé, je renforce. Si ça ne fonctionne pas, rediriger. Rediriger, c'est tout simplement le rappel verbal du comportement désiré. Normand, commence ton travail immédiatement. Et la formulation doit toujours être sur le comportement désiré et non pas « arrête, Normand, commence ton travail immédiatement ». Si ça ne fonctionne pas, le réenseignement. Le réenseignement peut se faire de 2 façons. D'abord, verbalement. Normand, commence ton travail de mathématiques, ce qui veut dire ouvrir ton cahier à la page numéro 5 et faire les numéros de 1 à 10. Et ça peut se faire aussi autrement. Normand, tu vas rester avec moi à la pause. Je vais t'enseigner à nouveau qu'est-ce que c'est que commencer son travail et tu vas le pratiquer devant moi. Si ça ne fonctionne pas, donnez des choix. Et ce sont de faux choix, soyons clairs. Normand, tu commences ton travail immédiatement ou dans 3 minutes. On s'en fout du 3 minutes, là. Parce que les troubles oppositionnels veulent toujours avoir le dernier mot. Hein? Bon, tu as un travail à faire, Normand. Il y a 2 possibilités. Il y a un travail à faire sur la feuille bleue et il y en a un sur la feuille jaune. C'est le même travail. Je préfère la bleue. Il n'y a vraiment pas de problème, Normand, tu peux prendre la bleue. OK? Donc, les choix sont organisés. Tu peux commencer maintenant ou dans 17 secondes. Ça s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que la tâche se débute. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, donner des conséquences logiques ou des gestes de réparation. Tu as brisé quelque chose, tu vas le réparer ou le payer. Tu as sali quelque chose, tu vas le nettoyer. La pratique du comportement désiré représente la meilleure conséquence logique. L'élève court dans le corridor. Quel est le comportement désiré? Qu'il marche. Qu'est-ce qu'on lui fait pratiquer? Marcher. Ça ne peut pas être plus logique que ça. Donc, quand vous donnez une conséquence, posez-vous quel est le comportement désiré. C'est ça que je lui demande de pratiquer. L'élève bavarde toujours en classe quand Steve explique. Qu'est-ce que je vais lui faire pratiquer? Garder le silence. Je vais te le montrer. Regarde-moi bien, là. Est-ce que tu as entendu des sons? Non? OK, tu vas le pratiquer à ton tour. Je caricature à peine. Là. Un ado qui pratique le silence avec Steve là, n'a pas le goût de le repratiquer la prochaine fois. Donc, ça devient une conséquence qu'on appelle logique. L'élève court dans le corridor, on le fait pratiquer à marcher. Et en plus, il est en train d'apprendre le comportement désiré. Si ça ne fonctionne pas, show me 5, montre-moi 5 élèves. Parfois, ça nous arrive, en tout cas au Québec, lorsqu'un élève fait des comportements non désirés, de dire à l'élève, là, ce que tu as fait, là, ce n'est pas acceptable. Je te demande de sortir dans le corridor, tu iras réfléchir à ce qui vient de se passer, et dès que j'ai 1 minute, je vais aller te voir et on va discuter ensemble. Moi, je me promène dans énormément d'écoles, et je m'amuse souvent à questionner les élèves qui sont dans le corridor, particulièrement les tout petits. Je leur demande,
Comment se fait-il que tu es dans le corridor? Et l'élève souvent me répond, c'est parce que madame m'a dit d'aller dans le corridor. Oui, mais pourquoi tu es là? Je ne le sais pas. Et voici comment ça va se passer. Madame sort et dit au petit, Pierre, là, est-ce que tu as pris le temps de bien réfléchir? Il est en 2e année, mais il n'est pas fou. Oui. Est-ce que tu vas recommencer? Est-ce que tu es prêt à revenir? Oui. Puis 3 minutes après, il recommence. Il ne savait même pas pourquoi il était là. Show me 5. On prend une chaise, on la place à l'arrière de la classe. Ça provient des travaux d'Albert Bandura sur l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire l'apprentissage par imitation. Tu vas t'asseoir ici, tu vas me repérer dans le groupe. S'ils sont tout petits, un ami qui fait exactement ce que Steve demande. Tu vas me le repérer, tu vas me le nommer et tu vas me dire quels sont les comportements que Steve veut avoir. On oblige la réflexion. Sinon, les jeunes vont nous dire n'importe quoi pour rentrer, puis il n'y en a pas eu de réflexion. Puis c'est la même chose au secondaire. Quand moi, je leur demandais d'aller dans le corridor, « Ah, c'est correct. » Non, non! Bon, tu me nommes 5 élèves qui sont dans mon groupe, à qui j'ai enseigné les comportements en début d'année. Quels sont les élèves qui adoptent ces comportements-là? Tu me nommes les noms et tu me nommes les comportements désirés. Et quand c'est fait, bon, maintenant, tu es capable de faire la même chose? Oui, tu reviens. Apprentissage vicariant. On les oblige à porter attention, non pas aux mauvais comportements, mais aux bons comportements. Si ça ne marche pas, rencontre en individuel avec l'élève. Pierre, on va s'asseoir ensemble, là, parce que malgré tout ce que je viens de faire avec toi, là, tu continues d'adopter des comportements déviants. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe à la maison qui pourrait peut-être expliquer comment se fait-il que Normand continue de faire ces mauvais comportements-là. Et toujours intervenir avec les élèves. C'est préférable de donner une punition que de ne pas intervenir du tout. C'est préférable de donner de la copie que de tolérer l'intolérable. À ne pas confondre avec laisser une chance. Je m'explique. Pendant la période des fêtes, vous décidez d'aller aux Antilles. Il fait beau. Vous prenez du rhum coco en quantité industrielle. Vous revenez au travail, vous êtes de bonne humeur. Et Normand recommence les mêmes foutus comportements déviants après les fêtes qu'au début. Mais écoutez, je suis de bonne humeur, je tolère. 2e journée, je suis toujours sur mon air de rhum coco. Je tolère à nouveau. 3e journée, même chose. Jeudi, je reçois mon salaire. Je m'aperçois que j'ai pris beaucoup trop de rhum coco. Je me chicane avec mon épouse. Et là, je retourne au travail et je ne suis vraiment, mais vraiment pas de bonne humeur. Et là, Normand recommence. Eh bien là, il va payer non seulement pour jeudi, mais aussi avant les fêtes. Et là, Normand va dire, « Tu m'aimes pas, tu es toujours sur mon dos. » Quand vous donnez une chance aux élèves, dites-leur. Sinon, ils ont l'impression qu'ils vous en ont passé, chez nous, on dit, une petite vite. Ils ne vous ont... L'enseignant ne m'a pas vu. Yes! Normand, hein? Viens ici. Je tiens à te dire que je reviens des Antilles. On ne parle pas du rhum coco. Je t'ai vu faire tel comportement, tel comportement. J'ai choisi de te donner une chance. C'est important que tu saches que ça ne sera pas toujours la même chose. Donc, la journée où Normand va crier à l'injustice et que vous ne l'aimez pas, vous pourrez lui dire « Je t'ai donné une chance là, là et là ». Donc, ça devient un levier sur lequel on peut miser. Ça arrive qu'on va aux Antilles, ça arrive qu'on prend du rhum coco, ça arrive qu'on donne des chances. Bon, mais à ce moment-là, servez-vous de ça, non pas pour créer quelque chose de plate, mais beaucoup plus pour dire « Non, non, je t'ai donné une chance là, là et là ». Ensuite, quelques bons principes lorsqu'on intervient. Ne jamais formuler une requête sous forme de question. Normand, voudrais-tu commencer ton travail? Et là, Normand répond, non. Tu m'en as demandé. Donc, Normand commence ton travail immédiatement et ne pas hésiter à utiliser le s'il te plaît et le merci. On enseigne des règles de savoir-vivre ensemble. Quand un gendarme vous arrête, qu'est-ce qu'il vous demande? Vos papiers? Est-ce qu'il vous viendra à l'idée de dire, eh bien, je suis en train d'y penser et ça ne me plaît pas, donc je ne te les donnerai pas. Non, 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 OK? Donc, ce n'est pas une marque
d'infériorité. Là. On est en train d'enseigner des règles de savoir-vivre ensemble. Laissez un délai à l'élève pour exécuter les actions, parce que parfois on les provoque. Normand. Non, formule ta requête et laisse-lui un temps qui est suggéré entre 3 et 5 secondes. Et même si ça prend 6 secondes avant que Normand commence, pas grave, il est en train de commencer. Ensuite, le nombre d'avertissements, jamais plus que 2. Et au deuxième avertissement, on ajoute « tu dois ». Normand, tu dois commencer ton travail immédiatement, sinon, telle conséquence possible. La distance, toujours intervenir le plus privément possible. Je pense que je ne vous apprends rien là. Et quand on intervient avec un élève, jamais en face-à-face. Le face-à-face représente de la provocation, toujours en 45 degrés lorsqu'on intervient avec un élève. Ensuite, le déplacement dans la classe, circuler, j'en ai parlé. Établir un contact visuel, naturellement, quand on intervient. Utiliser le toucher si on pense que c'est approprié. Et le ton de voix, on ne crie jamais après les élèves. On utilise quoi qu'il en soit, puis on alterne avec néanmoins. OK. Ensuite, quand un élève commence à avoir des comportements problématiques, c'est important d'accumuler ce qu'on appelle des données comportementales. Parce que si vous commencez à noter quels sont les contextes dans lesquels Normand ne fait pas ce qui est demandé. Peut-être que vous allez vous apercevoir, par exemple, que quand on place Normand en équipe avec Pierre, Jean et Jacques, c'est le bordel. Mais quand je le place avec tel élève, c'est nettement mieux. Oui, mais ça, là, c'est de l'information importante pour être capable d'intervenir adéquatement avec Normand. Donc, quand on commence à accumuler des informations sur un élève qui est plus problématique, c'est important de noter à la fois les contextes où ça ne va pas et aussi les contextes où ça va un peu mieux, et c'est souvent là que vous aurez des idées d'intervention. Ensuite, c'est toujours important de conscientiser qu'aucun élève adopte un comportement plate pour vous faire donner. Ça, c'est Walt Disney, là. Il y a toujours une raison à tout comportement humain. Les behavioristes appellent ça la fonction du comportement. Quand un élève continue d'adopter un comportement déviant, c'est que pour cet élève-là, il y a plus d'avantages à maintenir ce comportement-là qu'à changer. Il y a une raison logique dans sa tête à lui, peut-être pas dans la mienne, mais elle est logique. Et il y a 2 fonctions possibles, où l'élève veut obtenir quelque chose ou éviter. Obtenir l'attention de l'adulte, obtenir l'attention des autres élèves, obtenir le regard d'une jeune fille que je convoite, obtenir du pouvoir, obtenir du contrôle, obtenir. Ou éviter. Éviter de faire la tâche parce que j'ai peur d'échouer, éviter de faire la tâche parce que les autres vont rire de moi, éviter de faire la tâche parce que mes parents vont me sermonner si je n'ai pas une bonne note, éviter. Donc, si l'élève persiste, par exemple, à adopter un comportement, un manque de respect envers ma personne, et que vous avez accumulé des données comportementales, vous allez peut-être être en mesure de vous apercevoir que Normand, le lundi matin, à toutes les périodes de lecture à haute voix, quand je lui demande de lire 2 phrases, il me dit que le livre, je peux me l'enfoncer profondément là où vous pensez. Et le comité comportement a décidé que quand l'élève me manque de respect envers ma personne, c'est un écart de conduite majeur et Normand doit être retiré de la classe. Qu'est-ce que Normand veut obtenir ou éviter? Il ne veut pas lire parce qu'il est en 6e année, il a un niveau de lecture d'un enfant de 2e, et à toutes les fois qu'il prend la parole pour lire, tout le monde rit de lui. Donc, comment ne jamais lire? Tu envoies promener l'enseignant et comme ça, tu ne lis jamais. Est-ce que Normand a besoin de rencontrer un psychologue pour travailler des habiletés sociales? Non. Il a besoin qu'on s'entende avec lui sur une façon de faire en lecture et il arrêtera de m'envoyer promener. C'est ce qu'on appelle la fonction du comportement. Et rappelez-vous de ceci. Pour un élève, là, d'avoir l'air d'un clown en classe, généralement, c'est très bien vu. Avoir l'air d'un jeune capable de rétorquer à l'enseignant, c'est très bien vu. Avoir l'air stupide, ce n'est jamais bien vu. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui, pour éviter d'avoir l'air stupide, soit à leurs propres yeux ou aux yeux des autres, vont adopter des comportements tout simplement pour se faire exclure des activités à l'intérieur desquelles ils se croient peu ou pas intelligents. Et quand tout ça, ça ne fonctionne pas, aide spécialisée. Éducateur, psychologue, là, on commence à avoir un élève qui monte dans la pyramide. Peut-être des besoins de 2e ou de 3e niveau. Bon, maintenant, vous avez à l'écran toutes les interventions que je viens de présenter pour gérer les écarts de conduite mineurs. Et dès que le comportement s'améliore, ça fait 15 minutes qu'il me fait donner, mais le comportement s'améliore, beau sourire, je renforce. Le comportement se détériore, ça devient un écart de conduite majeur, c'est là que la politique école entre en place. Donc, le petit comité de comportement
que je parlais tout à l'heure répond aux 15 questions que vous avez à l'écran. Si l'élève est retiré de classe, à quel endroit doit-il se rendre? Qui va l'accueillir? Quelle tâche on lui donne? Est-ce que la tâche permet de réfléchir sur ce qui s'est passé? Qui vérifie la tâche? Si la tâche a été bâclée, il se passe quoi? Qui appelle les parents? Comment on réintègre l'élève? Etc., etc., etc. Pour qu'on sache, comme dans un hôpital, à l'urgence, quand un patient arrive, on ne commence pas à improviser, là. On sait exactement 1, 2, 3, 4. C'est la même chose dans une école. Et quand on a répondu à toutes ces questions-là, puis là, je répète, c'est pour gérer le majeur, on se construit un arbre décisionnel. Qui gère quoi? Première question, est-ce que le comportement, c'est du mineur ou c'est du majeur? C'est mineur, c'est moi qui gère ça avec les interventions que Bissonnette nous a montrées. C'est du majeur, dans cette école-là, il avait été décidé par le comité comportement que lorsque le comportement était dangereux, illicite, voire illégal, l'élève se rendait immédiatement au bureau de la direction. Et quand le comportement était majeur, mais ce n'était pas illicite, il se rendait dans un local où un éducateur était là, et il y avait toute une démarche qui avait été prévue. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que cet exemple-là est meilleur que le travail, mais vous devez réfléchir à ça. Donc, vous prenez les 15 questions de Bissonnette, on s'assoit autour d'une table et on répond à chacune de ces questions-là. On place le tout sur un schéma de procédé et ensuite on présente à l'ensemble de nos collègues, voici ce qu'on doit faire lorsqu'on voit un écart de conduite majeur et voici ce qu'on propose pour gérer le mineur. Tout écart de conduite majeure doit être documenté. Quand on sort un élève de la classe, ça nous prend une trace, parce que c'est avec ces traces-là qu'on est capable de faire la régulation d'un système de comportement. Par exemple, lorsqu'un comité comportement se réunit, on pourrait regarder combien avons-nous eu d'écarts de conduite majeure entre le mois de novembre et le mois d'octobre. Est-ce qu'on a une augmentation ou une diminution? Gestion axée sur les résultats. Donc, ça nous prend des données concrètes pour savoir comment ça se passe dans notre école au plan comportemental. Puis une bonne façon de le faire, c'est de documenter les écarts de conduite majeurs. Et quand c'est possible, quand l'école a beaucoup d'élèves, ça peut être utile d'informatiser ces informations-là, que ce soit un fichier Excel. Moi, je travaille avec un outil qui s'appelle le profileur de comportement, que n'importe quelle école peut se procurer. C'est tout simplement une base de données. Quand on a 1000 élèves, là, qu'on ne commence pas à compiler les billets un par un, là, on n'y arrivera jamais. Là. Donc, ça nous prend un outil informatique. Conclusion, quels sont les éléments essentiels à retenir? Bon, quelques incontournables. Le comportement ne peut pas se gérer seul. On doit harmoniser le tout. Donc, formation d'un comité comportement. Miser sur la prévention. Établir clairement les motifs pour lesquels il est possible de retirer un élève de la classe ou d'un autre endroit, ce qu'on appelle les écarts de conduite majeurs. Donc, on fait une classification comportement. On prend l'exemple de Bissonnette, on dit, OK, qu'est-ce qu'on garde là-dedans? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on ajoute? Autant dans le mineur que dans le majeur. Ensuite de ça, on documente les écarts de conduite majeurs. Ça nous prend une trace de ça et on forme un comité qui devrait se rencontrer idéalement autour à toutes les 4 semaines. On prend un temps, on s'assoit ensemble et on regarde nos données comportementales. Quelques stratégies de façon un petit peu plus précise. Établir avec les élèves une relation positive. Créer un environnement sécuritaire, ordonné et prévisible. L'encadrement et la supervision constante, une classe qui est bien organisée. Et au niveau de l'enseignement efficace, c'est l'enseignement explicite et l'enseignement réciproque. Et au niveau des interventions correctives, établir une politique claire sur la gestion des écarts de conduite. Donc, déterminer qu'est-ce que l'on fait lorsqu'un élève est retiré de la classe, ou si ce n'est pas la classe, ça peut être un autre endroit aussi dans l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et rappelez-vous que les stratégies pour gérer le mineur doivent être variées et hiérarchisées. On commence par le contrôle, par la proximité, jusqu'à la rencontre individuelle avec l'élève. Alors, je vous répète que tout ce que je vous ai présenté, sans exception, se retrouve dans l'ouvrage que vous avez à l'écran. Et j'ai créé aussi des plateformes de formation continue. D'abord, une formation à l'intention des enseignants. Donc, n'importe quel francophone sur le globe peut suivre cette formation-là. Vous avez l'adresse pour aller voir de quoi la formation a-t-elle l'air. Et j'ai développé exactement le même type de cours pour le personnel non enseignant. Donc, direction d'école, conseiller pédagogique, psychologue et ainsi de suite. Donc, moi, mon boulot est fait. Je peux prendre ma retraite et m'en aller aux Antilles. Donc, est-ce qu'il y aurait...
Est-ce qu'il y aurait des questions qui n'ont pas trouvé réponse sur lesquelles vous voudriez que je revienne avant de vous souhaiter la bénédiction? Oui, monsieur? Moi, j'en ai une, c'est par rapport à la gestion des parents. Oui.